Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Tout de suite, les titres de ce mardi 16 octobre. Le conflit se consume depuis le début du mois d'octobre. Les maires de Voisins-le-Bretonneux et de Magny-les-Hameaux ont eu des échanges virulents sur les réseaux sociaux. Motif de la discorde, le projet d'une voie de contournement par le sud de Voisins qui dévierait le trafic vers Magny. Les explications à suivre dans cette édition. La semaine dernière, les experts du GIEC publiaient leur ultime rapport sur le climat. Ils appellent les décideurs politiques à limiter le réchauffement à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Que faut-il retenir de cette nouvelle alerte du monde scientifique? Élément de réponse avec François Dulac, chercheur au laboratoire des sciences du climat à l'OVSQ. Enfin, c'est une première en France. L'assurance maladie des Yvelines lance une plateforme collaborative. Jusqu'au 31 décembre, elle collecte les bonnes idées des assurés. Pour en parler, Élodie Breton de la CPAM des Yvelines. Vous l'avez peut-être remarqué si vous vous êtes baladé récemment à l'espace Saint-Quentin. Une boutique éphémère a ouvert ses portes au sein du centre commercial. C'est une boutique pas comme les autres. Jusqu'à la mi-novembre, environ 15 jeunes y travailleront pour mettre en pratique leur formation au métier du commerce. Ils y vendront des vêtements de création française et responsable. Une initiative lancée également à Marseille et Beauvais par l'ONG catholique des apprentis d'Auteuil qui accompagne 25 000 jeunes en difficulté chaque année. Écoutez ses propos au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Une boutique éphémère parce qu'aujourd'hui, les entreprises attendent des compétences assez précises et des temps de formation réduits. Chez les jeunes qu'on a, qui sont souvent des parcours scolaires un peu chaotiques, ils veulent aussi une formation qui leur permette de mettre directement et rapidement en application ce qu'ils apprennent et de rentrer sur le marché du travail. Et après cette expérience au sein de la boutique éphémère, ces jeunes devraient être recrutés par les enseignes de l'espace Saint-Quentin qui ont un besoin supplémentaire en personnel à l'approche du rush des fêtes de fin d'année. Je vous le disais dans les titres, la circulation anime en ce moment les maires de Magny-les-Hameaux et de Voisins-le-Bretonneux. Alexandra Rosetti, maire de Voisins, propose de créer une déviation censée désengorger le centre-ville, traversée par des milliers d'automobilistes chaque jour. Une voie de contournement qui passerait par la commune de Magny-les-Hameaux, de quoi susciter la colère de son maire Bertrand Houillon. Les détails avec ce sujet de Manon Varaldo, Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Voisins-le-Bretonneux se situe au carrefour des axes routiers qui relient la vallée de Chevreuse à Versailles et Saint-Quentin en Yvelines. Le développement du plateau de Saclay fait que chaque jour, cette circulation augmente dans la commune. Pour mettre fin aux embouteillages, la maire de Voisins-le-Bretonneux propose une solution, créer une voie de contournement passant par Magny-les-Hameaux afin de soulager la circulation sur la D36. Nous, on s'est dit, ça arrange aussi, ça peut arranger ses habitants aussi, c'est-à-dire ça peut leur éviter aussi des bouchons, des embouteillages. Mais il y a vraiment la question environnementale qui est très prégnante et qui n'est pas contournable à ce jour. Alors, est-ce que quand la ligne 18 va arriver, est-ce que ça peut, c'est de nature à débloquer des choses ou à pousser l'État à nous aider dans d'autres solutions? Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Une idée communiquée dans le journal municipal de septembre sans en avertir le maire de Magny-les-Hameaux. J'ai été surpris de cette proposition, mais surtout, le lendemain, je me suis aperçu en lisant le magazine municipal de Voisins-le-Bretonneux que cette solution, elle avait déjà été discutée largement en amont avec le département, avec le député également. Ce que j'ai trouvé particulièrement irrespectueux dans le cadre des relations intercommunales qu'on peut avoir. Et puis je considère que c'est pas comme ça qu'on travaille. La proposition implique de construire un viaduc en pleine zone forestière classée Natura 2000 et d'ouvrir une nouvelle voie de circulation au travers du parc régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Une conférence de presse commune inédite a été organisée entre les groupes d'opposition de Voisins-le-Bretonneux. Ils demandent d'être associés au travail de la ville sur la circulation. Nous arrivons à un moment important de la vie de notre ville. Nous avons un projet à la remise 500 logements et nous avons un carrefour qui est inadapté. Nous n'avons pas le début d'un projet concernant ce carrefour. Vous avez la rue de la Mérantèse où 1000 véhicules circulent entre 7h30 et 8h30. Que faisons-nous? Il est temps d'agir et c'est ce que nous disons, agissons ensemble pour Voisins. Les deux maires partagent toutefois le même objectif, désengorger les routes des voitures qui traversent en nombre leur commune.
Autre conflit, celui-ci au sein des élus de la majorité de Coignères qui a poussé le maire à la démission et à l'organisation de nouvelles élections municipales. Pour ce scrutin partiel programmé le 25 novembre et 2 décembre, Ali Bousselam a confirmé qu'il serait tête de liste. Après David Pentier, il s'agit du deuxième candidat à se lancer au sein de l'ancienne majorité municipale. Deuxième adjoint de Coignères, Ali Bousselam était entré en opposition avec le maire Jean-Pierre Sevestre, notamment après le projet de fusion avec Morpa, ensuite abandonné. Il indique être en train de constituer sa liste pour cette municipale. À Montigny-le-Bretonneux, un salon de la rénovation énergétique était au programme ce dimanche à la ferme du Manet. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer des professionnels et d'échanger avec eux sur leurs projets de rénovation énergétique. Reportage de Mickaël Elmidoro. Faire des économies tout en faisant un geste pour la planète, c'était l'objectif de ce deuxième salon de la rénovation énergétique organisé ce dimanche 14 octobre à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Il y avait un besoin des particuliers de se renseigner sur cette thématique parce qu'on entend beaucoup de choses, c'est vraiment en vogue, on entend parler partout, mais pour avoir un conseil précis et qui soit adapté, il y a vraiment cette demande de structure en fait. Cette année, le salon proposait une thermographie aérienne gratuite pour les visiteurs. Des caméras infrarouges ont survolé en mars les villes de Saint-Quentin en Yvelines pour effectuer leur diagnostic sur la toiture des bâtiments. On valide finalement par l'image les endroits où ils ont pu réaliser des travaux. Et puis à l'inverse, pour des gens qui au contraire ont des problèmes d'isolation, la réalisation de la thermographie aérienne va permettre de précisément indiquer les endroits où il faut focaliser les travaux d'isolation. Un stand qui a attiré plusieurs centaines de personnes sur la journée. Disons que j'ai déjà été rassuré par le fait que la thermographie m'a montré que mon logement était déjà clairement bien isolé. Après, je vais regarder un petit peu pour la mise en place éventuellement d'autres solutions pour produire de l'énergie. Il ne reste plus qu'aux visiteurs à se lancer dans un projet de rénovation énergétique, mais cela a un coût, entre 10 000 et 30 000 euros en moyenne. Et on continue à parler écologie dans ce journal avec mon invité François Dulac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au sein du laboratoire des sciences du climat. Il est rattaché à l'observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Déjà, avant de parler du sujet pour lequel vous êtes venu, qu'est-ce que ce laboratoire et sur quel domaine vous travaillez précisément ? Alors, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, je précise, est un laboratoire qui dépend de l'université Versailles-Saint-Quentin, mais aussi du CNRS et du CEA. Et on s'intéresse à un tas de thématiques environnementales et climatiques. Et en particulier, il y a dans ce laboratoire de grosses équipes qui font de la modélisation du climat, mais aussi des gens qui s'intéressent aux archives climatiques à travers les glaces polaires, les sédiments marins et beaucoup d'autres traceurs. Il y a plus de 300 personnes qui travaillent dans ce laboratoire. Et on parle justement climat avec vous, les experts scientifiques du GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié la semaine dernière un rapport. Il alerte les décideurs publics sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au lieu des 2 degrés souvent avancés en termes d'objectifs politiques et aussi de négociations. Il appelle également à de grandes transformations. Que retenez-vous de ce rapport ? Alors, d'abord, il faut peut-être se souvenir que c'était une commande qui avait été faite au GIEC à la suite de la COP21 et des accords de Paris de sortir un rapport spécial, parce que sinon le rythme d'émission des rapports du GIEC est sur un temps plus long. Donc là, les scientifiques ont en fait eu à travailler beaucoup plus rapidement pour faire un rapport ciblé sur finalement les conséquences d'un réchauffement à 1,5 ou à 2 degrés et quels seraient les impacts. Et donc, ce qu'on peut retenir en 2 mots, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, 1,5 degré de réchauffement moyen à la surface de la Terre, c'est encore possible, pas pour longtemps, et ça va demander des transformations radicales dans tous les secteurs de la société qui aujourd'hui sont basés sur les énergies fossiles. On va voir ça avec vous dans un instant. Est-ce que, d'après vous, il va être crédible ? Est-ce que les décideurs publics vont écouter ces experts du GIEC ? Est-ce qu'il sera reçu ce rapport ? Cet organisme, le GIEC, en fait, est un organisme qui est issu des Nations Unies. Et c'est non seulement un groupe de scientifiques, mais c'est aussi des représentants des gouvernements. Et le rapport est co-signé par l'ensemble des représentants des 195 parties internationales. Donc on a bon espoir qu'il soit Donc ils avalisent au moins les conclusions des scientifiques. Après, le fait que ça soit écouté ou pas, si vous voulez, les engagements qui ont été pris jusqu'à maintenant nous amènent sur des trajectoires à plus 3 degrés.
Donc il va falloir faire des efforts. Et on espère que la COP va servir aux États, et ça a été prévu pour ça, à revaloriser leurs efforts pour qu'on ait un réchauffement qui tende au minimum vers les 2 degrés. Alors nous sommes déjà à mi-parcours en termes de réchauffement. Il est déjà estimé à environ 1 degré d'après les derniers chiffres de 2017. Est-ce que ce réchauffement, vous le disiez tout à l'heure, à 1,5 degré, il est possible? Vous le disiez, c'est possible? Oui, tout à fait. Les trajectoires montrent que ça reste possible, mais on n'est pas du tout sur les bonnes trajectoires actuellement. La France a encore eu plus 3% d'augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre en 2017. Il va falloir nous mettre sur une trajectoire qui est de moins 7% par an. Donc on n'y est pas du tout. Et pour y arriver, il faut vraiment jouer de façon massive sur tous les secteurs de l'économie, que ce soit la production d'énergie, les transports, le bâtiment, l'agriculture. Et donc c'est vraiment une pression sur les gouvernements pour qu'il y ait un effort sans précédent qui soit fait. Il y a une différence notable, il y aurait une différence notable entre un réchauffement entre 1,5 degré et un réchauffement à 2 degrés? Tout à fait. En fait, toutes les études d'impact qui ont été faites récemment et les quelques-unes qui avaient été faites auparavant montrent que en fait, chaque demi-degré a une importance capitale. On a des effets qui ne sont pas du tout linéaires avec le réchauffement. Pour vous donner un exemple frappant, on s'attend avec plus 1,5 degré à perdre entre 70 et 90% des récifs coralliens. À 2 degrés, on les perd pratiquement tous, à plus de 99%. Donc il y a vraiment des dommages pour les écosystèmes, pour les sociétés humaines qui sont sans commune mesure à 2 degrés par rapport à 1,5. Et évidemment, si on va à 3, la trajectoire sur laquelle se sont aujourd'hui engagés les États, on aura encore des impacts très très supérieurs. Et sur l'évolution du niveau des mers, qu'en est-il également ça? Alors c'est pareil, en gros on estime la différence sur le niveau des mers à 10 cm entre 1,5 et 2 degrés, mais 10 cm de niveau des mers, c'est 10 millions de personnes sur les zones côtières à déplacer. Et donc évidemment ça a un impact non négligeable. Les projections nous annoncent qu'avec ce réchauffement climatique, on va devoir déplacer des centaines de millions de personnes. Quand on voit la difficulté aujourd'hui qu'on a à accueillir quelques dizaines de milliers de migrants, on imagine le bazar que ça va mettre à l'échelle mondiale. Quand vous voyez dans le même temps qu'avec ce rapport du GIEC, il y a aussi des éco-sceptiques, on le voit notamment des propos du président Trump, le président américain, on ne va pas forcément dans la bonne trajectoire, les bons propos ne sont pas forcément utilisés. Non, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus aucun doute à avoir sur la réalité du réchauffement climatique et sur la responsabilité des activités humaines là-dedans. Ce qui pourrait gagner maintenant les gens, finalement, c'est plutôt un climato-fatalisme, c'est-à-dire que voilà, ça va être tellement difficile qu'il n'y a rien à faire. Reposons-nous sur des espoirs de solutions technologiques qui nous permettraient peut-être d'ici quelques dizaines d'années de stocker massivement du carbone atmosphérique dans les sous-sols, par exemple. Dernière question, j'allais vous lancer sur ça justement. Comment on se donne les moyens aujourd'hui de limiter ce réchauffement à 1,5 degré? Le rapport préconise notamment une réduction de 45% des émissions de gaz à effet de serre, et ce d'ici à 2030. Ça serait déjà une première voie? Alors c'est absolument indispensable d'atteindre ces niveaux-là, effectivement. Et plus on retarde la diminution, plus on fait un pari énorme sur le futur en imaginant qu'on aura des solutions technologiques pour enfouir des dizaines de milliards de tonnes de CO2 dans le sol ou dans les fonds océaniques. Et aujourd'hui, c'est vraiment un pari sur les générations futures insensé de faire ça. Alors moi, je voudrais quand même faire la publicité aujourd'hui. Ces efforts pour la transition énergétique, ça représente des investissements de plusieurs centaines, voire supérieurs à 1000 milliards d'euros par an pour l'Europe. Et donc, ce sont aujourd'hui les sommes que la Banque centrale européenne émet tous les ans pour soutenir l'économie et qui sont mises à disposition des banques. Donc, il y a une initiative aujourd'hui vous pouvez trouver sur Internet, Climat-2020, qui consiste à dire, mettons ces 1000 milliards d'euros par an au service du climat et de la transition énergétique et lançons un véritable plan Marshall à l'échelle de l'Europe pour vraiment tenir cet objectif de 1,5 degré. Merci François Dulac d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'OVSQ. Pour plus d'informations d'ailleurs sur vos recherches, j'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Du côté de Morpa, on fêtait les commerces et les artisans pour la journée nationale du commerce de proximité. 20 boutiques de la ville se sont mobilisées. Objectif, renforcer le lien avec la clientèle et faire découvrir les métiers du commerce. Marilène Yapichino. Pour la journée nationale du commerce de proximité, la ville de Morpa et l'association des commerçants de la commune ont investi la place du Sancerrois.
Des animations étaient proposées toute la journée pour faire découvrir leur métier. Nous avons une esthéticienne, on a un piano derrière qui permet aux clients de venir jouer. Et donc on essaye d'animer la place pour que les gens profitent de cette journée bien ensoleillée et que les commerçants présentent leur métier. Exposition sur la laine à la tricothèque, dégustation à la boulangerie. En plus des stands installés, les commerçants réservaient un accueil spécial aux clients au sein même de leur boutique. Il ne faut pas qu'ils nous lâchent, qu'ils continuent à venir chez nous, à nous faire travailler. C'est important pour la ville, pour faire vivre le centre-ville, nous faire vivre. C'est la 5e année que Morpa participe à cette journée nationale. Sur les 30 membres de l'association des commerçants, 20 se sont mobilisés, ce qui vaut à la ville une récompense de 2 sourires du Comité national du commerce de proximité. Les sourires récompensent la synergie entre la ville et l'Union des commerçants. Un dossier est envoyé auprès de l'association JNCP, qui est la Journée nationale du commerce de proximité. Ils viennent aussi vérifier sur place ce qui se passe comme animation. Ils vont visiter les commerces qui participent et en fonction de ce qu'ils ont vu, ils vont décerner jusqu'à 4 sourires. La ville et ses commerçants souhaitent déjà participer à leur 6e édition et pourquoi pas obtenir un 3e sourire. Deuxième invité avec moi sur ce plateau, Élodie Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable développement et innovation à la CPM des Yvelines, la CPM qui lance pour ce mois d'octobre et jusqu'au 31 décembre une plateforme inédite. Elle sert à collecter les bonnes idées des assurés pour améliorer vos services. On en discute. Juste ce chiffre pour commencer, il y a 1 400 000 bénéficiaires de l'assurance maladie dans les Yvelines. Pourquoi lancer cette plateforme auprès de ces bénéficiaires ? Alors, pourquoi lancer cette plateforme ? L'idée est venue quand on a regardé les villes qui co-construisaient avec leurs usagers et on s'est dit pourquoi pas nous, assurance maladie, CPM des Yvelines, ne construirions-nous pas également avec nos usagers, nos assurés sociaux ? C'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer cette plateforme. Alors, on s'est lancé en 2017. C'est quelque chose qui existe déjà dans les marques de consommation courante, qui existe aussi chez nos cousins de la RATP et de la SNCF, mais qui n'existait pas jusqu'alors au sein de l'assurance maladie. Donc, on a décidé de se lancer sur ce projet. Vous disiez, ça a été testé, c'est ça, en 2017 ? Dès 2017, vous l'avez testé, cette plateforme ? Alors, on a commencé à monter le projet en 2017. On a réalisé une enquête d'opinion auprès de nos assurés et on a essayé de recueillir les thèmes sur lesquels ils préféreraient nous donner leurs idées. Et c'est aujourd'hui ces thèmes que vous retrouverez sur cette plateforme. Alors, vous le disiez, cette initiative ne se faisait pas encore dans l'assurance maladie. Vous êtes la première CPM de France à lancer cette innovation. C'était important pour vous d'être les premiers à lancer cette plateforme ? Alors, pour nous, c'était plutôt important d'aller recueillir les idées de nos assurés sociaux plutôt que d'être les premiers. Nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est la co-construction avec les usagers et la recherche d'amélioration continue. On est convaincu que c'est en retournant à la source et en allant chercher les idées de nos usagers qu'on va réussir à s'améliorer dans ces temps contraints qui sont ceux actuellement. Du coup, quels sont les objectifs concrets ? C'est d'écouter ces assurés ? Alors, les objectifs concrets, c'est effectivement d'écouter les assurés, de recueillir leurs bonnes idées entre maintenant et fin décembre. On est en expérimentation. Si ça fonctionne, on pense à l'étendre à nos autres usagers, qui sont les entreprises, les employeurs et les professionnels de santé. Mais vraiment, l'objectif principal, c'est de recueillir toutes les idées possibles et libre imagination. Alors, comment ça marche concrètement ? Comment on soumet ces bonnes idées ? Alors, pour soumettre votre bonne idée, vous vous connectez sur la plateforme, sur notre site internet. Le site s'affiche actuellement. Vous entrez votre pseudonyme et vous déposez votre idée. Vous pouvez également en profiter pour commenter les idées des autres. Et ça, c'est important parce qu'on compte aussi sur le fait que le groupe rebondisse sur les idées de ses pairs. Et sur quelle thématique, quelles idées on peut soumettre sur la plateforme ? Alors, vous pouvez soumettre des idées qui nous permettent d'imaginer ensemble l'agence d'accueil du futur, puisqu'on a aujourd'hui 15 points d'accueil dans notre département. Vous pouvez également rebondir ou en tout cas imaginer un nouveau moyen d'échange avec nous. On a eu une idée d'un assuré social qui nous disait mais pourquoi ne faites-vous pas vos rendez-vous en visioconférence ? Pourquoi pas, effectivement. Ça s'adresse à qui ? Exclusivement aux bénéficiaires des Yvelines ? Oui, ça s'adresse plutôt aux assurés yvelinois, même si évidemment on recueille les idées de toutes les personnes qui les déposeront, mais
étant une CPAM affiliée à notre département, c'est plutôt les Yvelinois. On peut soumettre donc ces idées jusqu'au 31 décembre. Est-ce que vous êtes fixé un objectif en termes du nombre d'idées? Combien d'idées attendez-vous jusqu'au 31 décembre? Alors, on aimerait recueillir au moins 300 idées et essayer d'en développer une ou plusieurs dans les 6 mois, c'est-à-dire avant juin 2019. Donc, vous l'avez dit, c'est jusqu'au 31 décembre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va réaliser un bilan, on va analyser tout ce qu'on reçoit, on va trier, on va inviter les dépositeurs, les déposeurs de bonnes idées à nous rejoindre et à les travailler cette fois-ci en présentiel et non pas en virtuel, sous forme d'atelier, et puis les mettre en œuvre et les expérimenter. Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce qui ferait que cette première plateforme soit une réussite et que vous reconduisez cette opération par la suite? Alors pour nous, une réussite, ce serait que les Yvelinois y trouvent un espace imaginatif de co-création avec nous et puissent déposer, donc je vous le disais, à peu près, plusieurs idées, ou en tout cas qu'on puisse recueillir 300. Un critère de réussite pour nous, ce serait aussi qu'on puisse réussir à les mettre en œuvre simplement et rapidement. Et que les assurés qui aient déposé leurs idées voient concrètement ce que ça donne. La question, est-ce que vous espérez être aussi précurseur pour d'autres assurances maladie de France dans d'autres départements? Alors pourquoi pas, si nos voisins franciliens en Ile-de-France ou sur le territoire veulent se lancer avec nous, on n'est pas opposé à prêter le dispositif et l'ingénierie de la plateforme. Merci Élodie Breton d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du développement et de l'innovation à la CPM des Yvelines. Et ces bonnes idées, vous pouvez donc les soumettre sur cette plateforme collaborative jusqu'au 31 décembre. Le site s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup. Un mot de sport dans le championnat de division d'honneur de rugby. Versailles n'en finit plus de gagner. Ce week-end, le club a engrangé sa 4e victoire de la saison en autant de matchs. Succès 26-9 contre le RC Paris 15. Retour sur cette rencontre avec Mickaël Elmidoro. Les Versaillais peuvent laisser éclater leur joie. L'équipe a encore réalisé une grosse prestation à domicile ce dimanche 14 octobre contre Paris 15. Versailles l'emporte 26-9 avec 4 essais inscrits et conserve son invincibilité. On a eu un petit passage un petit peu un temps faible en fin de première période. On a remis les bouchées doubles en début deuxième mi-temps et je dirais pas que c'est sans forcer, mais on a confiance en nos forces. On est au-dessus dans le sens où on a confiance en nos forces et quand on arrive à jouer simplement, on peut arriver à mettre en difficulté n'importe qui. Donc à partir de là, c'est plus facile. On est très content, très satisfait de l'engagement des gars et de ce qu'ils produisent à l'entraînement, donc on est sur la bonne voie. Avec cette victoire, les joueurs de la Cité Royale s'envolent déjà au classement. L'équipe compte 4 points d'avance sur Clichy après seulement 4 journées dans ce championnat de division honneur. Malgré cette place de leader, les Versaillais ne veulent pas s'enflammer. L'excès de confiance, on le sait, partout dans la vie c'est comme ça. Dès qu'on a un peu trop d'excès, je pense que derrière on peut avoir des déconvenus. Donc il faut rester vigilant, travailler, bosser, continuer parce que il y a la montée en Fédéral 3, mais après il y a l'aventure aussi humaine avec les garçons. Il y a encore plein de matchs, le plus important là c'est de faire un premier bloc, le premier bloc des 4 matchs, de faire que des victoires. On ne s'attendait pas à prendre autant de points de bonus offensifs je pense, surtout contre des équipes comme RCP 15 et donc non, c'est tout bon. Pour continuer à régner sur la division honneur, l'armada offensive versaillaise ira défier le 11 novembre prochain le Clermont Club Rugby sur son terrain. Et pour l'instant, les joueurs peuvent savourer. Comme tous les mardis, Mélanie Poquet nous a rejoint au plateau. Bonsoir. Bonsoir. Votre coup de cœur de la semaine fait souffler un vent de liberté de par sa thématique, mais aussi par les comédiennes qui sont sur scène. Et oui. Alors il s'agit de Anissa, Ludivine, Chirine, Dana, Lorraine, Abby, Inès, Maureen, Yasmina. 10 jeunes femmes, leur point commun, elles sont toutes issues de quartiers populaires et sont novices. Flamme est leur première scène. Le metteur en scène Ahmed Madani poursuit sa recherche artistique avec des jeunes nés de parents immigrés. Certains sont d'origine algérienne, ivoirienne ou encore créole. J'ai pas une histoire déchirante à vous raconter. Vous voyez le genre de truc... Je porte un lourd fardeau. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. La tragique histoire de ma mère. La tragique histoire de mon père. Si pour toi être un homme c'est de frapper une femme, alors frappe-moi. Mais ma mère, elle me poussait toujours à l'école. Inès, premier, moi, je veux que mes enfants aillent à l'école. Mon père m'a saoulée avec Barry White.
Et ce qui fait que ça marche, Mélanie, c'est que ces comédiennes jouent en fait leur propre rôle. Leur propre rôle, elles se confient au public, leur histoire, celle de leur famille, celle de leur quotidien. Le public entre ainsi dans l'intime. Flamme est en fait le deuxième volet d'une trilogie qu'Ahmed Madani a nommée Face à leur destin. Alors le premier volet, il le signe en 2012 avec des jeunes hommes du Val-Forêt, ça s'appelait Illumination. Ahmed Madani mêle en général fiction et réalité, et là aussi, tout part des comédiennes. Sensible. Le principe était de ne pas commencer à écrire un seul mot avant que l'équipe soit rassemblée sur le plateau. J'ai travaillé pendant 2 ans en immersion, en rencontrant de jeunes femmes, en leur posant des questions. Qu'elles étaient capables de me livrer de cette chose intime en elles et de la partager ensuite avec les spectateurs. Alors Ahmed Madani a rencontré des centaines de jeunes femmes, 10 d'entre elles ont accepté de monter sur scène. Elles parlent donc, mais elles chantent aussi, elles miment, elles dansent. Ce qui en ressort, c'est surtout l'honnêteté de ces jeunes filles, une honnêteté rafraîchissante qui rassemble aussi les critiques médiatiques et du public. Au public saint-quentinois, cette fois, de se laisser embarquer. Flamme est à voir au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines du 17 au 20 octobre. Merci Mélanie, à suivre après ce journal, votre émission hebdomadaire, le 7-8 Culture. On referme cette édition sur ces images pour le moins craquantes. 2 bébés panthères de Chine ont vu le jour récemment au Zoo Safari de Thoiry. Naoli, à l'image, est né fin juillet et depuis peu le public peut la voir en compagnie de sa mère Shaina. Et il y a 15 jours, un autre petit a été mis au monde par la femelle Yuki. Aujourd'hui, en milieu naturel, il reste moins de 2500 panthères de Chine. C'est la fin de ce journal. Le replay est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.